Bonjour à tous, Jérôme Kébi, je suis le délégué général de la FNEJ. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la présentation de la troisième édition de l'Observatoire de la transformation digitale, qui paraît cette année en 2024. Cet observatoire a été rédigé depuis l'origine par les professeurs Imed Bouzgala, qui est en même temps un professeur de système d'information et le directeur général de l'NCIE, et la professeure Aurélie Dudésert, qui est professeure de système d'information à IMT Business School. Quelques petits mots de contexte. Cet observatoire, il est issu d'abord des travaux d'un groupe de travail qui avait été organisé par la FNEJ en 2018, et un des produits de ce groupe de travail a été la création de cet observatoire qui a commencé à apparaître en 2020, puisque la première édition est parue en 2020, puis une deuxième édition et maintenant la troisième édition, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de profondeur dans l'analyse avec ce suivi au cours du temps et de voir comment effectivement les écoles de management évoluent en matière de digital et se suivent depuis 2020. Et ça va être le travail de Imed et Aurélie de vous présenter ces évolutions et la situation actuelle. Quelques petits mots également sur la disponibilité de cet observatoire. Donc, tous les inscrits vont recevoir à 9h30 l'observatoire en lui-même sur leur email. Il est d'ores et déjà téléchargeable sur le site de la FNEJ. Et enfin, un dernier point, c'est enregistré. Donc, le webinaire pourra être revu par la suite. Et vous pouvez poser dans questions et réponses, toutes les questions et réponses pendant la présentation ou après la présentation. Et je ferai l'intermédiaire pour reproduire et répercuter les questions aux deux intervenants. Et on pourra aussi vous répondre, de cas échéant, si la question était plus ponctuelle, directement dans le Q&A que vous avez sur votre écran. Voilà, donc je vous souhaite un très bon séminaire. Je remercie de nouveau Imed et Aurélie qui ont travaillé, ainsi que les équipes de la FNEJ qui ont soutenu et assuré le support, et toutes les écoles, parce que ce type d'observatoire n'a de sens que si les écoles participent, c'est-à-dire qu'elles répondent aux enquêtes. Et donc, je crois qu'Aurélie vous parlera du taux de pénétration et Imed de l'enquête, mais on a eu quand même pas mal de réponses qui permettent de donner véritablement une vision d'ensemble sur la situation des écoles à aujourd'hui. Donc, merci à toutes les écoles et à leurs représentants qui ont accepté de prendre du temps et de recueillir les données nécessaires à la réalisation de l'observatoire. Imed, Aurélie, c'est à vous. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, je vais démarrer. D'abord, merci à la FNEJ pour la confiance qui nous est accordée depuis maintenant 2018 sur ce sujet. Donc, avec IMED, nous travaillons sur ce sujet à la fois dans nos recherches et en même temps au sein de cet observatoire. Je voudrais aussi, avant de démarrer en détail, je voudrais remercier pardon, Maëlle et Léna qui ont énormément travaillé sur l'observatoire du côté de la FNEJ, puisque il y a tout un travail, je dirais, de backup, c'est-à-dire d'accompagnement pour pouvoir justement être en lien directement avec les écoles, qui est absolument déterminant. Et effectivement, remercier aussi les écoles qui ont pris le temps de répondre. Ça nous permet de pouvoir fournir des éléments d'accompagnement pour toutes les écoles en management en France, ce qui nous paraît quand même important. Donc, en brève introduction, rappeler qu'effectivement, c'est la troisième édition, comme l'expliquait Jérôme, ce qui nous permet de voir des tendances, surtout qu'on a eu quand même entre les différentes éditions la crise Covid, donc qui permet aussi de voir comment les écoles s'adaptent à des chocs en matière de numérique. Donc l'objectif est bien à la fois d'accompagner les écoles dans leur compréhension des évolutions, mais aussi d'apporter un certain nombre d'éléments, de voies, d'orientation pour faire face à l'entrée dans l'économie numérique et collaborative.
Alors, dans cet observatoire, nous, on se centre principalement sur ce qu'on a appelé la maturité digitale des établissements, c'est-à-dire en fait la capacité des établissements à mobiliser leurs ressources, et notamment intellectuelles, pour faire face aux changements continus liés à l'arrivée de technologies digitales. Et pour pouvoir suivre ça, donc nous avons établi une grille d'analyse spécifique que nous avons ambitieusement appelée la School Digitalization Maturity System, qui est en fait une grille d'analyse qui permet aux écoles de compléter un questionnaire, de leur donner une vision d'ensemble. Et cette année, donc cette grille a été remplie par 61 écoles de management et l'ensemble des données collectées ensuite, mais ça, Imed va y revenir en détail, sont anonymisées. Et puis ensuite, elles sont analysées via différents outils de traitement de données, et notamment, là, vous verrez des éléments issus du traitement avec DataViv de la société Le Sphinx. Voilà, Imed, je te laisse. Ah non, pardon, le sommaire, oui, pardon, excusez-moi. Donc d'abord le sommaire en 4 points. Donc nous verrons un très rapide rappel de la méthodologie pour que tout le monde comprenne bien comment nous avons travaillé. Ensuite, nous vous présenterons les principaux résultats, des interprétations en troisième temps sur justement les résultats qui sont apparus. Et puis, nous vous présenterons aussi les perceptions des enjeux et du futur telles qu'elles sont aujourd'hui décrites par les responsables d'établissements qui nous ont répondu. Voilà, Imad, je te laisse la parole pour la suite. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme, merci la FNEJ pour tout le soutien dans l'élaboration de cet observatoire. Donc là, rapidement, je vais vous un peu décrire les principes de la grille qu'on a appelée School Digital Maturity System. C'est en fait c'est une grille qui a été développée dans un premier temps dans le cadre d'une thèse qu'on a repris pour la spécifier. C'était plus pour les entreprises qu'on l'a spécifié plus tard avec Aurélie pour que ce soit la plus adaptée possible pour les écoles. Et donc cette grille, elle permet de donner en fait en répondant à ces questions, elle permet de donner en fait un instant T une photo de l'état de la transformation d'une école. Et en fait, toute école peut l'utiliser d'une manière autonome. Et en fait, cette grille permet de placer à cet instant T la maturité de l'école à travers 4 niveaux. Donc, le premier, qu'on appelait le niveau ad hoc ou embryonnaire, en anglais, c'est digital novice. Et en fait, l'organisation, en fait, elle n'est pas en mesure de gérer les changements induits par la transformation digitale. Et la structure ainsi que sa culture ne sont pas adaptés au changement. Donc, on reste plus sur des initiatives de développement pauvres, ponctuelles et des fois même chaotiques. Donc, on peut dire que la transformation digitale est immature. Le deuxième niveau, c'est un niveau qu'on a appelé exploring ou exploratoire. Donc là, on est sur un niveau qu'on a appelé Digital Explorer. Et donc là, les initiatives sont identifiées et planifiées, mais la plupart sont au stade pilote ou ils sont au stade de validation. L'organisation est consciente des défis et des opportunités de tout cet apport lié à l'économie numérique et collaborative, mais il reste des initiatives à petite échelle qui sont mises en œuvre, mais qui n'ont pas d'impact vraiment majeur. Après, le troisième niveau, c'est le niveau managing ou en développement. Donc, c'est le digital master. Et donc là, on est dans la configuration. On a des initiatives qui sont mises en œuvre par l'établissement
en priorité pour les personnes et les activités les plus exposées au niveau, c'est-à-dire des défis et des opportunités. Et là, la maturité de la transformation digitale est de bon niveau, mais il y a encore, bien sûr, un moyen d'améliorer tout ça. Et le quatrième niveau, c'est ce qu'on a appelé le niveau optimizing ou maîtrisé. Donc là, on est dans digital visionary. Et donc, les processus sont continuellement, on est dans la continue, c'est-à-dire l'amélioration continue. Et le capital intellectuel est considéré comme un atout essentiel pour la réussite des changements. Donc là, on est dans une transformation digitale mature et qui s'inscrit dans une vision claire et long-termiste. Donc là, les individus travaillent de manière optimale avec les collègues, mais également avec l'écosystème de l'organisation. Vous voyez, depuis le début, on parlait de capital intellectuel. Donc cette grille, il faut le rappeler, c'est une grille qui est basée sur une littérature et principalement sur la théorie des ressources et le capital intellectuel. Alors, comme l'a dit Aurélie, donc on a eu la chance et on remercie tous ceux et celles qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, il y en a eu 61 en tout dans des écoles privées et publiques. Et on a aussi pu avoir la possibilité d'interagir ou d'interviewer sept directeurs d'écoles, notamment des IAE, pour un peu aller plus sur du verbatim et comprendre des détails qu'on n'aurait pas pu relever juste à travers un questionnaire quantitatif. Alors, les principaux résultats, et vous verrez quand vous allez recevoir l'observatoire en entier, là, on a fait juste le plus grand de ce qu'on peut en fait synthétiser aujourd'hui, mais beaucoup plus de détails que vous pouvez, c'est-à-dire voir à travers la lecture de cet observatoire. Alors, ce qu'on observe en 2024, c'est que euh, on était étonné du fait qu'il y a une baisse de la maturité digitale moyenne parmi les écoles par rapport à ce qu'on a pu observer en 2022. Donc, on passe en fait de 73,8 en moyenne en 2022 à 68,3 en 2024. Et ce qu'on peut remarquer quand on regarde dans les détails, en fait, il y a une baisse des écoles, surtout au niveau du niveau 4, optimizing, et puis il y a une augmentation au niveau de la maturité, au niveau 3, managing. Donc, on peut conclure en fait que une transformation digitale optimale aujourd'hui euh, permettant de tirer pleinement profit des nouvelles opportunités offertes par cette économie digitale, ne semble plus un enjeu stratégique clé pour les écoles de management. Alors, quand on regarde, c'est-à-dire comment s'est répartie cette maturité, ben, on voit que ce qui est bien, c'est qu'il y a pratiquement plus d'écoles qui sont au stade embryonnaire, il n'y a que 3%. Au niveau 2, donc le stade exploratoire, on est à 18% et à une concentration sur le stade développement ou le stade managing, donc on est à 72%. Et puis le stade maîtrisé a baissé à 7%. Donc voilà la répartition des écoles en 2024. Alors, si on pousse le raisonnement encore plus, donc on se rend compte que la très grande majorité, donc comme je l'ai dit, c'est le niveau 3, pardon, oui, le niveau 3 managing, mais on remarque par contre que le niveau de maturité les plus élevés en managing et optimizing sont particulièrement en baisse au niveau des écoles publiques, ce qui n'est pas le cas pour les écoles privées. Et puis, un autre constat, c'est que le fait d'avoir un site à l'étranger augmente la maturité de la transformation digitale de l'école.
Par contre, le fait d'avoir plusieurs sites en France ne change pas la tendance de l'évolution de la maturité. Ça veut dire le fait que les écoles soient réparties sur plusieurs sites à l'étranger et non pas en France, leur permet de gagner en maturité. Comme en 2022, plus la structure organisationnelle est jugée adaptée pour les échanges et la collaboration entre les acteurs. Quand on dit acteurs, donc c'est les enseignants-chercheurs, l'administration, les partenaires, etc. Et entre les services, plus les établissements ont une maturité digitale élevée. Alors, pour comprendre encore plus les tendances, donc en fait, aujourd'hui, il y a, c'est-à-dire la transformation, comme je dis, elle est en légère baisse. Et quand on regarde dans les détails, on voit que 49% des répondants déclarent que la transformation digitale est un véritable axe de développement stratégique de leur établissement, contre 51 en 2022. Ça veut dire que, comme vous voyez, voilà, la partie stratégique a un peu baissé dans la perception que les écoles ont de cette transformation digitale. Après, il y a 60% des répondants qui considèrent que la transformation digitale améliore plutôt ou tout à fait l'image de marque de l'établissement. Encore une fois, on est en légère baisse par rapport à 2022 où on avait 70%. Et puis, pareil, une légère baisse au niveau de la culture organisationnelle qui est tout à fait ou plutôt favorable à la transformation digitale contre 80% en 2022. Et ça, c'est une faute. Désolé. Alors, quand maintenant on regarde les technologies émergentes, et notamment, on voyait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, et Aurélie reviendra tout à l'heure sur ça. Mais en fait, on regarde, on voit que les technologies émergentes sont peu utilisées au sein des écoles de management. Donc, on observe essentiellement une exploration de l'usage de trois types de technologies. Bien évidemment, l'intelligence artificielle, tout ce qui est data analytics, et puis l'open data. Data analytics, c'est tout ce qui est analyse des données, c'est-à-dire d'une manière descriptive, explicative, prédictive, etc. Et le open data, c'est de s'appuyer sur des données qui sont ouvertes, qu'on peut interpréter par rapport à l'insertion professionnelle, par rapport aux conditions de vie des étudiants, etc. Et vous voyez là que, en fait, en réalité, par rapport aux autres technologies c'est-à-dire envisagé comme tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est robot émotionnel, tout ce qui est robot collaboratif, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est réalité étendue, bah, on n'est pas en fait au même niveau c'est-à-dire d'usage. Bah, peut-être les gens, ils entendent parler, les écoles, mais ils les mobilisent pas forcément à ce stade. Et puis l'autre chose, c'est par rapport à la structure organisationnelle. Donc, un des constats, c'est que l'infrastructure organisationnelle n'est pas forcément adaptée dans la majorité des établissements et laisse imaginer que des fonctionnements, que les fonctionnements sont principalement basés sur des ajustements informels entre les acteurs. Donc là, par exemple, dans ces tableaux, on voit que seuls 64% des répondants estiment que la structure est plutôt ou tout à fait adaptée pour les échanges entre le personnel administratif, contre 94% pour les échanges entre les acteurs de la pédagogie. Et puis 88% pour les acteurs en charge de la recherche, mais aussi en charge de l'innovation et de la valorisation. Donc, en fait, en fonction du profil, c'est-à-dire ces échanges ne sont pas, c'est-à-dire les mêmes, ils ne sont pas forcément équilibrés. Et puis l'autre chose, c'est quand on rentre dans le détail pour voir aussi par rapport à la collaboration entre les acteurs. Donc on voit que les acteurs clés de l'écosystème des écoles,
étudiants, entreprises, communautés académiques, sont plutôt ou tout à fait impliqués dans le cycle de vie de l'offre de l'établissement. Ça veut dire qu'il y a une vraie interaction entre l'établissement et ses parties prenantes, c'est-à-dire que ce soit les étudiants ou les entreprises avec lesquelles ils travaillent, ou encore l'écosystème académique. Donc, le grand public est impliqué pour à 63%. Bien évidemment, c'est pas avec les mêmes pourcentages, mais il y a quand même une, une, comment dire, des vraies, comment dire, interactions. Donc, 63% pour le grand public, 88% avec les étudiants, 91% pour les entreprises et puis 95% par rapport à la communauté académique. Donc, les écoles ou les établissements sont à l'écoute des parents, des alumni, de l'enseignement secondaire, parce que c'est là où on cherche les écoles, leur vivier, puis les acteurs du territoire, mais elles restent conscientes et maîtresses de leur rôle de formateurs pour la professionnalisation, donc à court et à long terme. Voilà. Et puis après, on a regardé la progression dans le développement des opportunités liées à la transformation digitale dans la relation client. Quand on dit la relation client, ça veut dire que la relation que l'école peut avoir avec, c'est-à-dire vis-à-vis de l'expérience utilisateur, que ce soit l'étudiant ou autre. Donc, 71% des répondants estiment que les démarches qui visent à prendre en compte l'expérience utilisateur sont plutôt ou tout à fait mises en place dans leur organisation. Contre 69 en 2022, ça veut dire il y a une vraie progression, c'est-à-dire il y a une tendance en tout cas de progression. Et puis 74 des répondants déclarent que de nouveaux services orientés digital sont proposés aux étudiants et aux partenaires contre 70% en 2022. Et là, c'est aussi en lien, pas que, mais en tout cas, il y a un vrai défi avec tout ce qui est, c'est-à-dire euh, tout ce qui est chat, bot avec pour répondre aux étudiants, tout ce qui est services liés à l'IA, etc. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Aurélie pour vous parler parce que dans cet observatoire, on a aussi fait une partie qualitative pour un peu comprendre des phénomènes qu'on n'aurait pas pu interpréter d'une manière quantitative. Merci, merci Imed, j'avais oublié le micro. Oui, alors donc au sein de l'observatoire, pour pouvoir capter notamment la perception du futur hein, dans un environnement qui est quand même assez mouvant hein, depuis la crise de la Covid, on a décidé aussi de laisser la parole largement, librement en fait aux responsables qui répondaient à l'enquête. Donc, il y a des questions ouvertes, hein, deux grandes questions ouvertes qui ont été posées et qui nous permettent de mieux comprendre la perception qu'ont aujourd'hui les établissements sur à la fois les grands enjeux qui doivent affronter et sur le futur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde la partie sur les grands enjeux, on voit très bien que là, on a une évolution qui est liée à l'arrivée de l'IA. C'est-à-dire que le grand enjeu aujourd'hui pour les établissements, c'est la gestion de la donnée et en lien, en fait, l'IA pour les étudiants. Donc, l'arrivée des technologies montre enfin, semble être vraiment vécue comme un choc aussi grand que la crise Covid pour la transformation digitale des écoles. Et on le voit assez bien dans dans les nuages de mots que vous voyez représentés ici. Ces nuages de mots montrent que on a l'étudiant au cœur de la préoccupation hein, comme grand enjeu, et puis la question de l'usage des données à la fois par les étudiants et pour les étudiants. Vous voyez certains verbatims. Hein, là, vous voyez un premier verbatim qui indique l'arrivée de l'IA change la donne pour nos étudiants,
que ce soit dans leur apprentissage ou dans les compétences qu'ils devront maîtriser sur le marché du travail. Et un autre qui commente en disant que l'enjeu est de suivre l'évolution permanente pour maintenir l'employabilité des étudiants. Mais quand on regarde un peu plus la façon dont s'expriment justement les responsables d'établissement sur ce sujet, on constate que la posture adoptée est en fait une posture qui est défensive. C'est-à-dire, comme avec la crise Covid, on considère que l'IA est quelque chose que l'on n'a pas vu venir, qui transforme profondément. Et on va donc avoir des propos qui vont être autour du thème de il faut répondre à ce changement, il faut conserver notre activité, il faut s'adapter, il faut maintenir. Donc, on est dans une démarche qui est très défensive et qui n'est absolument pas proactive. Alors que, en fait, la recherche et la communauté académique avaient quand même vu venir depuis longtemps l'arrivée de l'IA et notamment l'arrivée de l'IA générative. Donc, on a un espèce un vécu qui ressemble véritablement à un choc un choc qui n'a pas été anticipé. Alors, si tu peux aller sur l'autre slide, Imed. Quand on approfondit un peu, voilà, quand on approfondit un peu les thèmes qui sont évoqués et qu'on fait toujours sur cette question des grands enjeux, hein, on voit qu'il y a 3 grands thèmes qui vont se superposer. On a fait une analyse statistique qui permet de voir justement les 3 grands thèmes qui émergent des propos. On a d'abord la question du développement des compétences des étudiants et l'enjeu d'employabilité qui revient très fortement hein, dans le propos. La capacité d'adaptation des écoles dans un environnement qui est très changeant. Et puis, une appropriation et un usage pertinent des technologies par l'ensemble des parties prenantes de l'école. Donc ça aussi, ça nous a surpris parce que c'est des choses qu'on avait déjà vues au moment de la crise Covid. Donc c'est comme si de nouveau, il y avait donc quelque chose qui est vécu comme un choc et donc de nouveau, ces mêmes questions de mais comment va-t-on faire pour s'adapter et adapter les compétences de nos étudiants. Donc on voit bien qu'on est sur une démarche qui est beaucoup plus défensive par rapport à la transformation digitale que finalement proactive et qui cherche à tirer bénéfice véritablement des opportunités offertes par l'économie numérique et collaborative. Donc, si tu veux, voilà. Alors, ça, c'est des éléments qu'on retrouve notamment quand on interroge les responsables sur la vision qu'ils ont de l'école digitale du futur. La vision de cette école, c'est une vision qui est tournée autour de l'apprentissage expérientiel, de la technologie et de la personnalisation. Donc, on voit bien que l'école met toujours au cœur de son développement l'étudiant, l'apprentissage et l'enseignement, et avec une double focale sur l'expérience d'apprentissage et sur la technologie. Et la perspective, c'est d'évoluer vers des enseignements plus personnalisés, plus immersifs et collaboratifs. Donc ça, vous le voyez, puisque dans le premier nuage de mots, qui est en fait une analyse statistique, hein, encore une fois, des termes employés et des phrases et des idées exposées, vous voyez que au cœur de l'école du futur, on a l'étudiant, l'apprentissage et l'enseignement, ce qui est assez normal pour des écoles, hein. Mais on voit en revanche que tous les mots associés à l'étudiant, l'apprentissage et l'enseignement, c'est personnalisé, c'est collaboratif, c'est immersif, c'est virtuel, c'est hybride. Et c'est des choses qu'on avait déjà vues au moment de la crise Covid. Donc, en fait, on a comme une espèce de stagnation et une difficulté à penser le futur. L'école du futur n'est pas le futur en réalité. C'est quelque chose qui a déjà été exprimé en 2022, juste après la crise Covid. Alors, quand on va un peu plus loin sur l'analyse du futur et la façon dont les écoles se projettent dans le futur, on a 3 axes qui émergent. On va avoir l'adaptation pédagogique et technologique des programmes d'enseignement. Donc là, on va avoir la question de l'introduction et de l'intégration de la technologie pour créer des programmes personnalisés, flexibles. L'enjeu d'accessibilité et d'équité pour les étudiants, pour que tout type d'étudiant puisse accéder, quelle que soit sa situation géographique, ses ressources, accéder finalement à la formation.
Et puis un travail sur l'expérience d'apprentissage avec là aussi l'idée de créer des environnements interactifs, engageants, qui favorisent l'expérience éducative, donc avec vraiment cette logique de l'expérientiel. Et donc vous voyez par exemple un des verbatims, le digital au service de la personnalisation et de la qualité de l'apprentissage et de l'expérience étudiante, créer une harmonie entre la technologie et l'interaction humaine, etc. Alors, on voit bien que ces axes sont tout à fait intéressants, mais encore une fois, c'est là où on interroge les directeurs d'établissement sur leur vision du futur et on a des réponses qui ont déjà été données au moment de la crise Covid. Donc, on a une espèce d'inertie, de stagnation et de grande difficulté à se projeter véritablement dans une démarche d'anticipation par rapport aux possibles liés à la transformation digitale. Donc, en guise de conclusion, on voit quand même qu'il y a 3 grands défis à relever pour les écoles de management. En premier lieu, les écoles adoptent vraiment une vision de la transformation digitale comme essentiellement centrée, et vous le voyez bien en fait, à la fois dans les résultats de l'enquête quantitative et puis dans l'analyse des réponses sur la projection des enjeux et du futur. On voit bien que les écoles sont essentiellement centrées et ont une vision de la transformation digitale comme centrée sur la relation étudiant. Et alors, c'est intéressant, hein, c'est un premier pas, mais alors elles évacuent totalement toute la véritable transformation organisationnelle, managériale et stratégique qui pourrait leur apporter beaucoup pour vraiment innover et disrupter l'environnement éducatif dans lequel elles sont. Donc, elles vivent finalement la transformation digitale comme une simple adaptation à l'arrivée régulière de technologies. Donc, ce qui est très compliqué, hein, parce que quand vous vivez constamment ça comme une adaptation, c'est d'une part très fatigant et d'autre part, c'est constamment une remise en cause. Alors que être dans l'anticipation, voir que l'on peut aussi que la transformation digitale est une opportunité véritablement de transformation organisationnelle, culturelle et stratégique, ça apporte beaucoup d'éléments sur une capacité à se positionner par rapport au futur. Et donc, on a ça on le voit très bien, c'est le deuxième défi, c'est que finalement, on va avoir une carence dans la transformation organisationnelle nécessaire pour s'adapter à l'économie numérique et collaborative. Et on a donc typiquement, hein, c'est une adaptation classique hein, de ce posture-là, on va avoir une place de plus en plus grandissante qui va être laissée à des modes de coordination informels en interne aux organisations qui échappent totalement à toute possibilité d'orientation globale de l'organisation. Et donc, la posture vraiment caractérise les établissements aujourd'hui, c'est une posture qui est défensive, comme si elles avaient été tellement marquées par la crise du Covid qu'elles n'arrivent pas à sortir de cela. Et donc, toutes les opportunités qui pourraient être offertes, comme je l'évoquais, sont laissées de côté. Donc ça, c'est les 3 défis. Et donc, cette posture est particulièrement risquée. D'une part, elle va mettre l'école dans une grande difficulté à faire face à une nouvelle crise, donc avec une mauvaise compréhension en fait des enjeux de la transformation digitale et une mauvaise appropriation de ce que c'est. On a un autre risque qui est que comme les modes de coordination se font sur un mode de plus en plus informel parce que pour le coup, si le système managérial et si le système organisationnel a du mal à anticiper, en revanche, les personnels, eux, comme on l'avait vu déjà dans l'enquête précédente, en fait, eux se sont emparés des possibilités qui sont offertes. Et donc, on peut avoir là un désengagement progressif des personnels au profit soit de la satisfaction d'intérêts personnels et de confort purement individuel, soit d'autres projets qui, à terme, pourraient disrupter totalement le secteur. Et puis, on a clairement le risque à terme d'une incompréhension entre justement ces acteurs de terrain qui voient les changements et qui essayent de les pallier
et un système managérial qui n'arrive pas à suivre et qui n'arrive pas à s'adapter. Alors, quand je parle de système managérial, je ne parle pas des directions, hein, je parle bien de l'organisation autour et des processus qui sont mis en place dans ce nouvel environnement. Voilà, j'arrête là. Vous retrouverez, on est vraiment à votre disposition là pour répondre à vos questions et vous retrouverez l'étude complète avec toutes les nuances et tous les paramètres de l'étude sur le site de la FNEJ. On propose aussi un certain nombre de recommandations, alors qui ne sont que les nôtres, hein, mais qui enfin, nous paraissent intéressantes au vu justement des évolutions depuis 2020. Et vous retrouverez tout cela dans l'étude qui vous sera adressée juste après ce webinaire. Voilà, je m'arrête là. Merci Aurélie, merci Imed. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. Je précise parce que là, notre responsable de la communication à la FNEJ fait preuve d'une ubiquité assez généralisée puisque vous apparaissez pour la plupart dans les participants sous le nom de Marie Gandon, qui est la responsable de la communication de la FNEJ. Alors, vous pouvez changer le nom, hein, comme ça vous est indiqué. Si vous n'y arrivez pas, si vous posez une question, merci de dire qui vous êtes. J'ai répondu déjà à une des questions, mais je vais le refaire ici. C'est pour savoir qui a répondu. Donc, l'étude précise la liste des écoles qui ont répondu. En revanche, comme il est d'usage pour la FNEJ, nous ne fournissons pas d'informations individuelles sur les écoles par rapport à leurs réponses au questionnaire. Nous ne tenons pas à ce que ces informations puissent être réutilisées, notamment dans des perspectives de classement, et c'est le cas de tous nos observatoires. Nous mentionnons qui a répondu, mais nous n'indiquons pas les résultats individuels, notamment l'indice de maturité de de chacune des écoles qui, si les écoles veulent le connaître, elles peuvent nous le demander à Imed et à Aurélie, mais en revanche, sur sa publication et sa diffusion, nous ne le ferons pas. Alors moi, j'aurais peut-être... Juste une précision, Jérôme. En fait, les écoles qui ont répondu à l'enquête ont eu à la fin de leur réponse leur indice de maturité. C'est-à-dire que le système est automatique, ce qui fait que chaque école peut, chaque fois qu'elle répond, suivre l'évolution de son indice de maturité d'une année, enfin d'une étude à l'autre. Donc, elles ont eu leur indice de maturité. Normalement, elles savent où elles en sont. Pour celles qui sont dans la catégorie la plus élevée, elles peuvent s'en S'en prévaloir. servir. Voilà. Euh, alors peut-être, puisque je ne vois pas apparaître de questions, hein, je rappelle que pour poser des questions, il faut passer assez. Alors j'ai quelqu'un qui dit merci. Euh, Vous avez l'outil QNR pour poser les questions. Peut-être quelques idées sur les recommandations, parce que là, vous nous laissez un peu devant les problèmes. Donc, si vous pouvez nous donner quelques pistes sur les recommandations pour l'auditoire. Image, je te laisse répondre. Oui, ben, en fait, bah, une des recommandations, c'est justement, c'est plus d'implication et d'échange, c'est-à-dire entre les acteurs et le système managérial. C'est-à-dire, pour éviter, c'est-à-dire que ça devient cette préoccupation ou comment dire, cette transformation liée à une vision purement individualiste ou individuelle. Ben, en fait, l'idée, justement d'essayer de travailler avec toutes les parties prenantes en impliquant les étudiants, parce que c'est eux les premiers, on va dire, entre parenthèses, clients d'un établissement. Les enseignants-chercheurs, parce que la transformation, souvent, elle reste dans une logique d'apprentissage, mais il y a aussi la recherche et la valorisation. Il y a un certain nombre d'activités qui sont pas forcément visibles, c'est-à-dire facilement, mais qui concernent les enseignants-chercheurs, par exemple. Et puis, par exemple, tout ce qui est bien-être, parce que en fait, la transformation implique aussi forcément des changements, et les changements doivent être aussi intégrés dans une logique de conduite de changement. Et donc, quand on parle des administratifs, vous voyez que on a vu que dans les résultats,
le plus bas, comment dire, pourcentage concerne les échanges entre le personnel administratif. Est-ce ils ont été impliqués ou intégrés dans cette réflexion? Est-ce ils ont les bons outils? Est-ce qu'ils ont la bonne formation, etc. Donc ça, c'est une première recommandation. Je dirais, elle est c'est-à-dire, c'est du bon sens, mais en réalité, cette analyse nous invite en fait c'est-à-dire à impliquer encore plus et davantage, c'est-à-dire les parties prenantes, quel que soit, c'est-à-dire le rôle qu'elles jouent dans l'activité. Une deuxième recommandation, et encore une fois, ça peut sembler aussi du bon sens, mais en réalité, entre le bon sens et ce qui est fait c'est-à-dire sur le terrain, il y a des fois des gaps, c'est-à-dire s'appuyer, bien sûr, avec beaucoup d'éthique sur l'analyse des data que gouverne ou que gère un établissement. Donc souvent, cet effort-là, il est demandé, il est espéré, mais il n'est pas suffisamment utilisé pour pouvoir mettre en place, c'est-à-dire une vraie réflexion stratégique pour pouvoir orienter et, euh, et, euh, et pour pouvoir aussi investir, parce que un établissement ne peut pas, c'est-à-dire se transformer ou faire beaucoup, tout. Donc, il faut absolument un tableau de bord qui permet c'est-à-dire d'étudier dans quel sens on va. Et je termine aussi avec une troisième recommandation, ce qu'on a appelé l'intelligence digitale, qu'il faut favoriser auprès de tous les acteurs, élèves ou étudiants, enseignants-chercheurs, administratifs. Là, on ne parle pas de l'intelligence artificielle comme technologie qui permet d'aider ou d'augmenter l'être humain. Là, c'est une vraie compréhension de comment, en fait, on peut être un acteur digital dans un monde où il faut connaître ses droits, faire attention à son identité, comprendre les enjeux de la cybersécurité, demain être en capacité d'avoir de l'empathie envers les technologies, parce que on collabore déjà avec les technologies et davantage dans le futur, être aussi conscient de l'usage comment dire, de cet équilibre entre le perso et le privé, le perso et le professionnel, pardon, être aussi en capacité de mesurer aussi c'est-à-dire l'impact de la communication, et puis faire attention à tout ce qui est détournement d'usage des technologies. Donc, en gros, être digitalement intelligent, c'est le moyen de savoir, c'est-à-dire de développer des capacités ou des compétences qui permettent de s'approprier, de mobiliser d'une manière responsable et durable, c'est-à-dire les technologies, quelles que soient. Aujourd'hui, on parle de technologies de l'IA. Demain, on parlera de la quantique et d'autres qui nous attendent. Le plus important que ces acteurs, comme les établissements, puissent à chaque fois encaisser l'évolution technologique et puissent s'adapter pour aller, c'est-à-dire et confronter c'est-à-dire ces changements à l'avenir. Merci, Maître. Nous avons deux questions. Une première de Anne Gratacap de l'Université Paris 1, qui souhaiterait savoir s'il y a des différences de positionnement en termes de stade de maturité entre le public et le privé ou pas. Et puis une deuxième de Gwenaël Léré de l'ESCA, qui nous demande qui est le plus souvent en charge dans les écoles de mener à bien les projets digitaux. Alors, moi, je peux répondre sur ces deux points. Alors, d'abord, sur la première, Anne, ce qu'on constate là actuellement, c'est que on a une baisse du niveau de maturité des écoles publiques par rapport aux écoles privées.
Alors, c'est aussi lié au fait que, comme vous le voyez, l'enjeu désormais, et c'est en fait en synthèse la recommandation qu'évoquait Imed, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de passer d'une transformation digitale qui a été pensée au départ uniquement pour la relation client à une transformation digitale qui inclut aussi la transformation interne, qui permette véritablement d'être en capacité d'avancer dans le nouvel environnement économique et numérique. Et la difficulté, c'est que les établissements publics font face à des contraintes parce qu'ils sont souvent liés à des grosses structures. Et donc, on comprend que la maturité, là, est difficile à faire évoluer. Alors, pour répondre à Gwenaël, justement, c'est bien la question. C'est que, alors, j'ai pas vu sur la question de Gwenaël, c'était sur la question des parties prenantes qui s'occupent en fait des projets de transformation. En fait, il ne devrait pas y avoir de personnes en particulier qui s'occupent de la transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous avez des responsables qui sont nommés responsables de transformation, soit c'est pris en charge par la direction générale. Les responsables de transformation digitale ont souvent des profils très SI, très techno. Et en fait, l'enjeu, il n'est pas tellement là. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur comment dire, l'usage des technologies, puisque dans la très grande majorité des cas, les personnels se sont emparés des technologies qui sont à disposition. Ils ne savent pas forcément en faire un usage collectif, ils savent en faire un usage individuel. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à réembarquer le personnel en tenant compte de leur évolution pour pouvoir les construire véritablement une organisation adaptée à ce nouvel environnement. Alors, on a maintenant une question de Ludivine Kerry de l'IAE de Paris. Je pense que c'est lié au propos de Imed. Il nous demande qu'est-ce qu'être digitalement intelligent? Oui, en fait, digitalement intelligent, c'est-à-dire, c'est d'avoir un ensemble. Dans la littérature, il existe des définitions, mais je vais vous donner la plus simple. C'est quelqu'un qui développe des capacités ou des compétences qui permettent à chacun comment dire, de mobiliser à bon escient toute forme ou tout type de technologie. Ça veut dire que, en fait, en réalité, qu'est-ce qui perturbe aujourd'hui un certain nombre d'établissements et même des individus? Comment demain je vais intégrer l'usage, par exemple, de l'IA alors que ça va très vite, etc. Cette capacité qu'à dire, de s'emparer facilement parce que j'ai une capacité d'adaptation, ça fait partie de ce qu'on appelle digitalement intelligent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'intégrer dans ses usages des nouvelles technologies émergentes, quelle que soit, c'est-à-dire la difficulté. L'autre chose, quand on parle de technologie, et Aurélie l'a dit, souvent on pense à l'usage. Mais dans les dimensions de l'intelligence digitale, il y a la partie identité. Est-ce que je suis capable de gérer ma réputation digitale, mon identité digitale? Est-ce que je connais mes droits et mes devoirs dans un espace digital? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire? Est-ce que je peux utiliser l'IA aujourd'hui comme ça sans prendre des précautions éthiques et, euh, et, euh, et juridiques? Est-ce que je sais communiquer avec l'autre? Communiquer avec l'autre aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité, c'est une communication médiatisée entre des humains, mais ça peut être demain, et c'est déjà le cas, hein, comment j'interagis avec un chatbot. Euh, j'ai parlé de l'usage. L'usage, c'est surtout comment je ne tombe pas dans une forme d'addiction à utiliser. On voit aujourd'hui les jeunes que dire, qui passent énormément de temps à regarder des fois des futilités qui ne fait que diminuer leur concentration. Et
bouleverse aussi leur capacité de prendre en compte, c'est-à-dire leurs émotions à travers comment dire, un certain nombre de bonheurs artificiels qu'ils se procurent quand ils regardent TikTok ou autre. Est-ce que les gens sont conscients vraiment de qu'est-ce que c'est la cybersécurité, qui est souvent liée à la technologie, mais aussi la cybersureté, qui est liée aussi à leur comportement, de comment je peux moi-même provoquer en tant qu'individu ben, un problème, parce que juste c'est-à-dire dans un établissement, c'est juste utiliser une clé USB que j'ai trouvée par terre ou parce que j'ai appuyé sur un bouton ou j'ai téléchargé une pièce jointe alors que le mail, ça se voit qu'il n'était pas authentique. Euh, il y a aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure, on rentre dans ce qu'on appelle la coévolution homme-machine. De plus en plus, on va avoir des robots autour de nous. Et donc, est-ce que je suis en capacité d'avoir de l'empathie, de savoir coévoluer dans le même espace avec un prof, peut-être un prof robot ou avec un assistant robot? Il y a aussi la partie qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a aussi ce qu'on appelle la citoyenneté digitale, c'est-à-dire mon comportement au sens le plus large de comment j'interagis avec au-delà de mon activité, mais avec le monde virtuel, avec l'administration, avec toutes les parties prenantes. Il y a aussi, est-ce que je suis capable, et ça c'est un objectif de l'intelligence digitale. Comment je peux aussi créer dans un monde digital? On sait bien qu'aujourd'hui, on a une vraie panne de créativité, une vraie panne d'imaginaire. Comment je peux toujours avoir des idées en fabriquant du contenu, de la connaissance liée à la technologie digitale. Et puis, bien évidemment, quand on va un peu plus large, parce que cette intelligence digitale, elle dépasse les organisations et les individus, mais elle est aussi au niveau des États. Comment je préserve ma souveraineté numérique ou digitale, qui fait partie de la souveraineté c'est-à-dire même nationale. Et puis, j'ai oublié la sobriété. La sobriété, c'est comment aussi je suis conscient en tant que individu ou en tant que citoyen digital de faire attention à ma consommation, à mon comportement pour ne pas empirer comment dire, le changement climatique dans un usage qui n'a pas d'utilité ou dans un usage excessif qui permet juste de détériorer l'empreinte, d'augmenter mon empreinte carbone liée à l'usage des technologies. Voilà, vous voyez, c'est plus, on est dans une logique de l'individu, de l'organisation de l'État, mais en termes de capacité et de compétences, et non pas juste un aspect technologique, mais cette adaptation est importante parce que les technologies sont éphémères, les technologies changent peut-être pas au même, c'est-à-dire rythme et à même vitesse, mais en fait, il faut toujours être en capacité de s'attendre que demain, il y aura d'autres technologies et celui qui se veut intelligent digitalement, parce que ça se construit à travers l'exercice, à travers la formation, bah, reste toujours en capacité de ne pas tomber dans une fracture digitale où quelqu'un ne peut plus être en mesure d'utiliser parce il n'est pas armé par les bonnes compétences. Merci. Alors, deux questions je pense que c'est le même spectateur anonyme. Donc, je vais répondre à la deuxième sur la possibilité de l'usage de cette étude pour les autres établissements universitaires, autres les écoles de management, qui pourraient donner un positionnement et une cartographie nationale sectorielle. Alors pourquoi pas, mais faut bien comprendre que la FNEJ a pour comment dire, cible et membre les écoles de management. Donc on veut bien aider si quelqu'un nous demande pour l'ensemble de l'université ou d'autres types de regroupements ou de spécialités telles les écoles d'ingénieurs. Nous en parlions avec Imed en préalable à la réunion, mais la FNEJ en elle-même
son périmètre, ce sont les écoles de management. Et alors ensuite, il y a un commentaire avec une question sur le caractère plus descriptif qu'explicatif de l'étude. Je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord, mais est-ce qu'il pourrait être possible d'intégrer d'autres méthodes poussées d'analyse de données pour expliquer beaucoup plus ce phénomène de transformation digitale? Alors, je peux répondre à cette question, c'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas l'objectif d'un observatoire. L'objectif d'un observatoire, c'est justement de comparer les évolutions d'une période à l'autre et d'essayer de trouver des moyens d'interpréter ça, mais sans expliquer en détail. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un travail de théorisation qui pourrait être fait, qui pourrait nuancer enfin, mettre en évidence des dynamiques à partir d'une théorisation qui serait faite. Euh, on, on le fait, nous, dans nos recherches sur ces sujets-là, notamment avec les entreprises, mais ce n'est pas l'objectif de l'observatoire. L'objectif de l'observatoire, c'est bien de donner des éléments d'interprétation sur des observations. Donc, c'est vrai que ça reste en partie descriptif, mais parce que en fait, on ne veut pas aller au-delà dans le cadre d'un observatoire. On peut arriver à faire une théorisation et donc à vraiment apporter des éléments d'explication des dynamiques, déjà uniquement au bout de 5 ans dans un observatoire. Et là, c'est donc la troisième édition. Donc, pour l'instant, on n'est pas, on ne peut pas se lancer là-dedans. Voilà. Merci. Alors, j'ai passé un commentaire parce que vous avez une proposition pour encadrer une thèse. Ouais, c'est bon. Je vous laisserai répondre en direct et en dehors du webinaire. Et donc, une dernière question qui est posée par Ismail Béja de l'UAE Tanger Maroc, qui demandait quelles étaient les étapes de la transformation digitale pour une école de management public. Alors, les étapes sont les mêmes que pour le public que pour le privé, hein. C'est-à-dire que c'est effectivement, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'étapes, je ne sais pas très bien répondre à cette question. On sait qu'il y a pour pouvoir faire face enfin, au nouvel environnement économique dans lequel on évolue, hein, il faut arriver à appréhender cet environnement et à trouver sa place et à tirer des bénéfices de cet environnement-là. Donc c'est vrai que dans les entreprises, les entreprises ont commencé par la relation client. Elles se sont vite aperçues que c'était pas suffisant, c'est-à-dire que en fait, quand on travaille uniquement sur proposer une nouvelle offre de service qui s'appuie d'ailleurs uniquement sur les technologies, bien, on perd un certain nombre d'efficacité parce que l'organisation ne suit pas. Et là, on est un peu dans cette phase-là pour les écoles de management, c'est-à-dire on a une espèce de focale sur l'outil à tout prix, et puis sur l'orientation client. Or, en fait, l'outil n'est qu'un support à une transformation qui est beaucoup plus globale. En réalité, le changement lié à l'économie numérique et collaborative est lié à l'accélération de la circulation des flux d'informations et pas tant au déploiement des outils. Donc, c'est un autre rapport à l'information qui s'est créé et c'est bien ça sur lequel il faut que les établissements soient en capacité de répondre et en capacité de tirer des opportunités. Voilà, donc je ne répondrai pas je ne serais pas capable de m'engager sur les différentes étapes parce que je n'en sais rien. Je ne suis pas dire quelle est l'étape pour chaque organisation. On a vu des tendances dans les entreprises. Là, on voit qu'il y a un écueil sur la transformation interne. Oui, Ahmed, pardon. Oui, Mais si je peux me rapidement, permettre. parce qu'on est arrivé au bout là. Donc, D'accord. Non, mais rapidement, c'est juste, en fait, dans ce qui est proposé par la FNES, on peut aller plus loin en faisant, c'est-à-dire appel à la FNES pour faire un audit. Et un audit, c'est pour aller plus dans l'explicatif, justement, parce que là, on reste gros grain sur un ensemble d'échantillons d'écoles. Après, une école, il n'y a pas des étapes au sens, on commence par ci, par ça, parce que chaque école se transforme d'une manière ou d'une autre. Le plus important, c'est de reprendre, c'est-à-dire bah, les réponses, bah, par exemple là, en l'occurrence, la direction, mais après, confronter, faire des analyses, utiliser la même grille
pour analyser avec d'autres acteurs dans l'école et puis trouver des moyens pour voir quel type à quelle comment dire, étape l'école est et quelle est sa stratégie pour aller plus loin et puis comment améliorer tel ou tel critère ou telle dimension dans cette transformation.